J'ouvre le second débat de ce Sens Public avec une date et une question. La date, c'est le 16 octobre 2020, l'assassinat. Merci de rester en place. Bon, c'est pas grave, nos invités partent pendant les sujets. Pourtant, vous êtes des habitués de notre émission. Vous savez qu'on doit rester pendant le lancement du second sujet. Allez, on va redevenir sérieux. Je vous propose une date et une question. La date, c'est le 16 octobre 2020, l'assassinat de Samuel Paty, décapité par un terroriste islamiste. Et la question, qu'est-ce qui a changé 5 années plus tard? Les professeurs sont-ils mieux formés? Sont-ils mieux protégés? Comment la laïcité est-elle transmise aux élèves? Avant d'en débattre, première réponse en images avec Jérôme Rabier. Décapité par un islamiste car il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Il y a 5 ans, l'assassinat de Samuel Paty déclenche des réactions dans toute la société jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous continuerons, oui, ce combat pour la liberté et pour la raison, dont vous êtes désormais le visage. Hommage national et première réponse dans la loi séparatisme votée dans la foulée, qui réaffirme que tous les citoyens doivent respecter les valeurs de la République et la laïcité. Mais pour la famille de Samuel Paty, les manquements de l'éducation nationale doivent aussi être évoqués. À la demande de Michael Paty, une commission d'enquête est lancée au Sénat. Est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose? Bon, comme vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que M. Dominique Bernard serait encore là. Donc je pense qu'effectivement, les mesures n'ont pas du tout été prises puisque l'affaire de mon frère n'a absolument pas été analysée. De cette commission d'enquête naîtra une proposition de loi pour mieux protéger l'école de la République et tous ses personnels. Votée à l'unanimité au Sénat, elle n'a pas été examinée à l'Assemblée. Pour les sénateurs, il faut pourtant que les enseignants soient davantage soutenus. Je pense qu'il faut seulement dire stop, avoir du courage, mais du courage, il faut qu'il y en ait au plus haut niveau. Vous savez, les enseignants aujourd'hui, ils ne demandent que ça, mais s'il y a une hiérarchie et c'est au plus haut niveau, on n'a pas un discours clair, c'est pas eux, tout seuls, dans leur classe et dans leurs écoles, qui doivent lutter. 5 ans après son assassinat, l'ancien collège de Samuel Paty a cette année été rebaptisé en son nom, lui qui est devenu un des visages de la liberté d'expression. 5 ans après l'assassinat de Samuel Paty, les professeurs sont-ils mieux protégés? Qui défend la laïcité en France? On en débat avec Pierre Ouzoulias. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes vice-président du Sénat, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, historien, archéologue, membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport. Valérie Higounet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes historienne, directrice de Conspiracy Watch et vous publiez... Adjointe, pardon. Directrice adjointe, je n'avais pas le bon titre. Voilà, c'est rectifié. Et vous publiez avec Gaël Paty et Guy Le Béneret ce livre Samuel Paty, un procès pour l'avenir aux éditions Flammarion. Christine Guillemonet, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Camille Pissarro de Pontoise et porte-parole de l'association des professeurs d'histoire-géographie. Et Jonathan Boucher-Petersen, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique à Libération. Et pour Sens Public, on est presque jour pour jour, 5 ans après, Pierre Ouzoulias, l'émotion, elle est toujours aussi forte, présente quand vous pensez à Samuel Paty, quand son nom vient dans votre esprit. Ouais. C'est une forme de sidération. C'est une incompréhension, quelque chose d'une extrême violence. Moi, je suis originaire, ma famille est originaire d'un petit village en Haute-Corrèze, sur le plateau de Millevaches, et mon grand-père me racontait que pour lui, l'école, c'était tellement important qu'ils apportaient quelques châtaignes à l'instituteur. Il y avait une espèce de dévotion pour l'école de la République. Et imaginez qu'on puisse assassiner un professeur d'histoire. En plus, c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas et qui me révolte de façon absolue. Et justement, Valérie Higounet, vous avez assisté au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Oui. Pour comprendre aussi, ce n'était pas la seule raison, mais vous cherchiez à comprendre? Alors, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'incompréhensible. Oui. En fait, j'étais rentrée, entre guillemets, dans la vie de Samuel Paty en écrivant un livre, un roman graphique, illustré par Guy Le Béneret d'ailleurs, 2 ans avant. Donc, j'ai dépouillé 2000 sources, 3000 sources, j'en sais rien, pendant 2 ans. Et là, c'était important pour moi d'être à ce procès, non pas pour écrire un livre, parce que c'est pas venu tout de suite, déjà pour être avec la famille de Samuel Paty, parce que j'ai des liens maintenant forts avec une partie de la famille, d'être avec les enseignants.
et d'assister à ces auditions, à ces témoignages, à ces dépositions, non pas pour comprendre, pour les entendre et entendre aussi la justice, la réponse de la justice. Derrière nous, il y a le portrait de Samuel Paty, celui de Dominique Bernard, qui était professeur de lettres, qui a lui aussi été assassiné par un islamiste. C'était il y a 2 ans. Christine Guémonet, est-ce que, quand vous entrez en classe, est-ce que ça vous arrive régulièrement de penser à eux? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Je ne pense pas être la seule dans ce cas, mais je peux vous dire que c'est une vérité, tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Samuel et ensuite à Dominique Bernard quand je vais travailler. J'en ai parlé avec les élèves pour la préparation de la minute de silence l'année dernière, parce qu'on a eu un échange qui est important, parce qu'une minute de silence qui est bien comprise, c'est une minute de silence qui est bien expliquée pour qu'elle ait du sens. Et les élèves m'ont demandé, à un moment donné, est-ce que vous avez peur? Alors, je leur ai répondu que la peur, c'est un sentiment qui est naturel, mais qu'il ne fallait pas se laisser envahir ni phagocyter par la peur, parce que si on va en classe en ayant peur, ça détruit la relation pédagogique, cette alchimie précieuse et délicate qu'on essaye de tisser avec nos élèves. Donc je pense tous les jours. Et malheureusement, Pierre Ouzoulias, puisque vous y pensez tous les jours, et je ne dis pas que vous avez peur quand vous rentrez en classe, mais ça a fait rentrer la peur aussi dans les salles de classe, ces deux assassinats terroristes. Bien sûr, avec des choses qu'on voit mal mais qui sont réelles, et c'est l'autocensure qu'exercent les professeurs sur leur contenu pédagogique. Et je ne leur fais aucun reproche. Mais il y a des thèmes qu'ils évitent parce qu'ils ont le sentiment que la classe ne pourrait pas l'accepter. Tout ce qui concerne la Shoah, l'antisémitisme, etc., c'est des sujets qui deviennent très difficiles à aborder en classe. Et aujourd'hui, on a du mal à mesurer le niveau de cette autocensure. Mais je le trouve finalement pire que tout. Parce que l'école de la République, c'est d'abord l'esprit critique. Et donner aux élèves la capacité de se forger une opinion sur tout. Et si on se censure soi-même sur ces éléments-là, il y a une partie de la mission qui est oubliée. Je vais vous donner la parole là-dessus, sur cette question de l'autocensure. Jonathan, un mot? Non, mais je pense sur cette question-là, en fait, c'est tout à fait normal de s'interroger à ce qui se passe dans l'école. Et en même temps, je pense qu'on ne pourra pas trouver la solution en se focalisant simplement sur l'école. C'est-à-dire, je pense que là, l'école est clairement le réceptacle de quelque chose qui a été loupé beaucoup plus largement, et que faire peser sur les seuls enseignants cette transmission d'une valeur républicaine mal comprise, formulée de façon différente selon les milieux, les générations. Enfin, il y a un travail collectif à faire, et je pense que la toxicité, que ce soit le rapport à la liberté d'expression, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit cette valeur de la laïcité qui est quand même, qui finit par être décrétée alors que la promesse républicaine dans son ensemble n'est pas questionnée. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de plus grand, ce qui n'empêche pas l'hommage au travail quotidien. Et effectivement, les professeurs d'histoire-géographie sont en première ligne dans bien des domaines, mais je pense que si on pense que la seule solution est à l'école, on passera largement à côté du problème. Là-dessus, je suis d'accord. C'est ce que vous dites, je parle de manière générale. Non, c'est évidemment pas ce que je dis, mais on reviendra évidemment sur la question de la formation, de la protection des professeurs, on va y consacrer du temps, mais déjà, et donc ça nous amènera à parler de cette question d'autocensure, mais je veux bien vous entendre l'une et l'autre là-dessus. Peut-être Valérie Gouenet pour commencer, et ensuite je vous redonne la parole. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça a fait rentrer la peur, évidemment, comme vous le soulignez, mais ça a aussi fait rentrer une sorte de résistance. C'est-à-dire qu'il y a énormément de professeurs aujourd'hui qui se sont dit, après l'assassinat de Samuel Paty et après l'assassinat de Dominique Bernard, ils ne vaincront pas. Et donc il faut qu'on continue de parler de laïcité, de porter. Qui allons leur montrer justement que nous allons être porteuses de ces valeurs fondamentales liées à la République. Donc il n'y a pas que la peur. Bien sûr. Évidemment qu'il y a une pensée, comme vous le dites, quotidienne, et on n'a pas besoin d'être prof pour penser à Samuel Paty et Dominique Bernard. Il y a aussi une société qui fait sens. Et je crois que ça aussi, c'est important à souligner. Est-ce qu'il y a beaucoup de professeurs d'histoire-géographie que vous représentez ici, Christine Guémonet, qui vous disent oui, ça m'est arrivé de ne pas y aller sur certaines thématiques, la Shoah, l'antisémitisme. Il y a certainement des collègues qui ont des réticences. Il me semble que les réticences que peuvent avoir les collègues, cette autocensure dont on n'arrête pas de parler, qu'il ne faut pas
généraliser non plus. Il ne faut pas la gommer et il ne faut pas la surestimer. Voilà, absolument. D'accord. Je pense que certains ont peur, si jamais il y a un incident dans la classe, de ne pas être soutenu par leur hiérarchie. Je pense que c'est probablement ça qui est le point le plus crucial. Là, à titre personnel, l'autocensure, je ne le connais pas. Donc je ne me censurais pas avant et je me censurerai encore moins maintenant. Parce que l'idée de résistance, c'est d'abord une idée de détermination. Parce qu'on a un travail à faire avec nos élèves, on travaille avec de l'humain. Donc on a des connaissances à leur enseigner pour qu'ils arrivent à maîtriser un certain nombre de notions, de concepts. Et ça ne peut pas se faire avec des stratégies d'évitement. Ça, c'est pas possible. Et un des moyens qu'on a trouvé de continuer à avancer après l'assassinat, c'est la création du prix Samuel Paty que porte la PAG grâce à notre présidente Joëlle Lazare, qui en a eu l'idée à une époque où justement on se posait des questions. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc c'était un prix non pas pour déplorer et se rappeler en se lamentant, mais un prix pour avancer parce que dans la pédagogie, il ne faut rien lâcher. La PAG, c'est votre association, Association des professeurs d'histoire géographie. Je vous propose un témoignage, celui d'un autre professeur d'histoire géo, Yanis Roder, qui est membre également de la Fondation Jean Jaurès, qui parle du risque d'amnésie. On lui demande, est-ce qu'il y aura un avant et un après Samuel Paty ? J'aurais aimé vous dire, il y a un avant et après Samuel Paty. Et je l'ai pensé. Et aujourd'hui, en fait, je ne le pense plus. Je pense que nous fabriquons de l'amnésie en permanence, que beaucoup de gens n'ont pas compris ce à quoi nous avons affaire, ne font pas de lien entre les événements, que ce soit ici ou ailleurs, et finalement fuient un peu cette réalité anxiogène que nous promettent les assassins. Moi, j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas d'avant et après Samuel Paty. Extrait du documentaire Au nom de mon frère de Christophe Lancellotti et Guillaume Pérez, qui est produit par Outside Film, qui retrace les derniers jours de Samuel Paty et qui pointe notamment du doigt les manquements de l'État ou de l'Éducation nationale et qui sera diffusé ce dimanche à 13h sur Public Sénat, également accès sur notre plateforme, notre site internet. Je reprends cette phrase de Yanis Roder, nous fabriquons de l'amnésie. Pierre Ouzoulia. Et là, c'est une question sur la mémoire. Comment empêcher que la mémoire de Samuel Paty, de Dominique Bernard, s'efface ? Mais c'est une question extrêmement dure. Moi, je suis petit-fils de résistant. La mémoire, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Moi, j'ai été construit dans l'histoire de la résistance française, de la Shoah, bien évidemment, de tous les combats laïques qui ont pu être menés. Et je suis intimement persuadé que pour des jeunes, c'est constitutif de leur identité. On doit relier leur présent à leur passé pour le futur. On forme une espèce de grande chaîne d'union. Toutes les générations sont liées les unes aux autres, et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Quand on oublie, après, toutes les directions pour le futur sont possibles, y compris les pires. Est-ce que vous pensez, Valérie Higounet, que ce risque existe finalement d'oublier, de ne plus prononcer le nom de ces professeurs assassinés ? Bien sûr que ce risque existe. Et évidemment, on le sait bien que le temps long fait que ce risque peut s'accentuer. Après, il y a plein d'initiatives individuelles et collectives. On parlait tout à l'heure du prix Samuel Paty. Chacun agit à son échelle. Nous, en ce qui nous concerne, par exemple, on écrit des bouquins sur Samuel Paty et on fait la France entière dans des collèges, des lycées de France. C'est l'occasion de parler de Samuel Paty et donc de laïcité. De Samuel Paty, de laïcité, des réseaux sociaux, de cet engrenage infernal que cet homme a vécu, etc. Et de mettre en exergue et de discuter avec ces jeunes personnes qui s'informent que par les réseaux sociaux, le danger aussi des réseaux sociaux. Quand on appuie sur une touche, ce que ça fait, ils en sont conscients. Mais quand ils appréhendent, quand ils voient
qu'un homme a pu être assassiné, c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est passionnante avec eux. Alors, puisqu'on parle de mémoire et du nom de ces professeurs, notamment celui de Samuel Paty, le collège de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait porte son nom depuis le printemps dernier, depuis mars dernier. Elisabeth Borne, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, y voyait une promesse. Il y a bientôt 5 ans, la barbarie frappait ici, aux portes de ce collège. 5 ans que Samuel Paty a été arraché à sa famille, à ses collègues, à ses élèves, à nous tous, par le terrorisme islamiste. 5 ans que son nom résonne, indissociable de notre République, de son école et de ses valeurs. Aujourd'hui, son collège devient le collège Samuel Paty. C'est le symbole d'une promesse. La promesse que ni l'oubli, ni la peur, ni la violence ne l'emporteront. Donc il a fallu 5 ans pour que le collège soit rebaptisé. Le maire explique qu'il a souhaité attendre que tous les collégiens ayant connu Samuel Paty aient quitté l'établissement. Je voudrais qu'on se place dans cette hypothèse, Christine Guimaunet. Si votre lycée était rebaptisé Samuel Paty, est-ce que vous pensez que ce serait si simple ? Dans mon lycée, je ne sais pas, mais je peux vous assurer qu'on a une salle de réunion qui s'appelle Samuel Paty. Et dans notre salle des professeurs, on a au mur la photo de Dominique Bernard et la photo de Samuel Paty. Et cette notion d'oubli, moi je la questionne régulièrement en histoire, hein, comme M. Ouzoulias vous l'a dit. Il faut qu'on fasse réfléchir les élèves sur des points qui sont vraiment essentiels. Comme tu l'as dit, les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, cette histoire, elle commence avec un mensonge. Nous, oui, le mensonge d'une élève qui n'assistait pas au cours et qui fait croire que... Donc, il y a la notion du mensonge. Nous, historiens, on a une exigence de vérité. On doit pouvoir faire réfléchir les élèves sur ce couple, mensonge, vérité. Il y a aussi la notion de confiance qui se tisse dans une classe. Ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Nous devons pouvoir avoir confiance en eux. Et le prix, c'est aussi un des meilleurs moyens, il nous semble, à l'association, qu'on n'oublie pas. Parce que ce qui nous a terrorisés au départ, c'était que cet assassinat, comme on dit dans une société où une actualité en chasse une autre avec une rapidité qui est absolument affolante, ça devient un fait divers comme un autre, balayé, et qu'après on n'y pense plus. Et c'est un drame qui n'aurait jamais dû se produire. Jamais dû. Et quand on pense à Samuel, on pense à tout ce qu'il a traversé. Évidemment, on pense à sa famille, parce que son assassinat, c'est un acte radical. Et c'est définitif. Il y a un enfant qui n'a plus son père, des parents qui n'ont plus leur fils, des sœurs qui n'ont plus leur frère, des neveux et nièces qui n'ont plus leur oncle. Donc tout ça, il faut y penser. Et ça n'aurait jamais dû se produire parce qu'il n'a pas été protégé comme il aurait dû. Et la vérité, elle doit aussi passer par là. Oui. Et il avait fait son travail de professeur. Et on est quand même dans un contexte où il faut être clair. Il faut qu'on arrête avec cette culture qui laisse penser que lorsqu'un professeur est confronté à un problème dans une classe, c'est le professeur qui est la source du problème. C'est souvent comme ça que la hiérarchie répond. C'est ce que j'entends. Hein. Et ça, c'est plus possible. Ouais. Alors justement, on va se poser la question des mesures de protection pour les professeurs grâce à Quentin Calmet, qui a donc travaillé sur ce thème. Rebonsoir Quentin. Quelles sont les mesures qui ont donc été mises en place pour mieux protéger nos enseignants ? Alors plusieurs mesures ont été mises en place par le ministère de l'Éducation nationale depuis les attentats qui ont coûté la vie à Samuel Paty en 2020 et Dominique Bernard en 2023. Un plan de formation a été mis en place à la rentrée 2021 avec des repères théoriques et pratiques pour faire face aux situations parfois compliquées en classe pour les enseignants. Au printemps dernier, c'était 700 000 personnes qui avaient déjà été formées. Autre chantier, la mise en place d'un dispositif de signalement et de sanctions en cas de menace, de violence ou de remise en cause des valeurs de la République. Écoutez à ce propos l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, c'était en mars dernier au Sénat à propos de ces signalements. Le ministère s'est aussi montré à la hauteur des enjeux grâce à ces dispositifs de signalement, de sanctions et d'accompagnement. S'agissant des signalements, tout incident fait l'objet d'une remontée via l'application nationale Fait Établissement.
La ministre a également ajouté que 170 postes de CPE, les conseillers principaux d'éducation, ont été créés dans le budget de l'an dernier, ainsi que 600 assistants d'éducation. Enfin, ce sont 500 écoles et établissements en France qui disposent de dispositifs de sécurité renforcés. Et puis on peut signaler que le Sénat a voulu aller plus loin en adoptant un texte à l'unanimité. C'était en mars dernier. Voilà, en mars 2025, les sénateurs qui avaient mené une commission d'enquête après la mort de Samuel Paty, d'ailleurs à la demande de la sœur de Samuel Paty, Michaël Paty, qui avait écrit au président du Sénat. Cette commission d'enquête qui avait rendu un rapport et débouché sur une proposition de loi avec à la clé plusieurs mesures pour les sénateurs. Déjà le renforcement de l'enseignement civique et moral sur la connaissance des principes de la République, dont la laïcité, l'interdiction du port de tenues et de signes religieux pour les élèves lors des sorties scolaires, l'automaticité de la protection fonctionnelle pour les agents de l'éducation nationale. Ça, vous y teniez beaucoup, monsieur Ouzoulia. Et enfin, le texte contient une disposition offrant la possibilité aux chefs d'établissement et aux conseillers principaux d'éducation, les fameux CPE, de procéder à l'inspection visuelle des effets personnels d'un élève avec l'accord de celui-ci ou en cas d'un élève mineur, de son représentant légal. Le texte qui a été voté en mars dernier à l'unanimité, mais il est toujours bloqué dans la navette parlementaire entre les deux assemblées depuis la crise politique et l'embouteillage du Parlement. Merci beaucoup Quentin. Je voudrais revenir avec vous évidemment, Pierre Ouzoulia, sur cette protection, automaticité d'une protection fonctionnelle de droit. Qu'est-ce que ça signifie en détail et qu'est-ce que ça changerait surtout ? Je pense malheureusement que si Samuel Paty avait pu bénéficier de cette protection fonctionnelle, il serait encore là aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui s'est senti en danger, traqué, et qui était seul, totalement seul. Parce qu'entre le coup, enfin le mensonge de son élève et son assassinat, il se passe plusieurs jours. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, il va seul au commissariat. La protection fonctionnelle, c'est ce que l'éducation nationale aurait dû mettre à sa disposition, c'est-à-dire nommer tout de suite un avocat pour l'aider dans ses démarches, pour l'accompagner au commissariat. Et cet homme, ça c'est terrible, il a été complètement abandonné. Et ça, c'est impossible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc la protection fonctionnelle de droit, c'est l'administration, elle aide tout de suite par des moyens légaux, un avocat, ses enseignants. Et puis ensuite, si d'aventure on s'aperçoit que ce n'est pas nécessaire, elle est retirée. Mais on ne questionne pas la culpabilité potentielle du professeur, comme ça a été fait avec Samuel Paty. Votre avis, Valérie Gounet, parce qu'il avait pris pas mal de précautions quand même, Samuel Paty. Seulement me permettre de situer un contexte. Nous sommes en 2020. Déjà, il faut savoir que la principale, qui a d'ailleurs déposé à la barre lors du procès, a protégé Samuel Paty. C'est-à-dire qu'elle a déclenché des plans de protection, etc., qu'elle a signalé immédiatement qu'il y avait un problème et qu'elle a toujours été à côté de Samuel Paty, notamment pour l'amener au commissariat. Donc elle était là. Il y avait les enseignants du Collège du Bois d'Aulne. Ils étaient 55, 2 se sont désolidarisés, mais les autres étaient là. Alors le problème, c'est que justement... Mais ça n'a pas suffi. Mais justement, là, il y a une défaillance, puisque ce sont eux, par exemple, qui l'emmenaient le matin et qu'elle allait le ramener chez lui en voiture le soir. C'était les professeurs qui le protégeaient, en fait. Entre autres, c'était les professeurs. Mais il y a aussi comment pouvait-on s'attendre à un drame pareil. Évidemment qu'il y a des défaillances, mais il y a une communauté enseignante, dont la principale, qui n'a cessé de signaler ce qui se passait au quotidien pour Samuel Paty. Alors il y a cet enjeu évidemment de la protection et puis l'enjeu de la formation qui est aussi, je pense, un enjeu important. Je vous propose un témoignage, celui du secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement. Il s'appelle Bruno Bobkiewicz. Il rappelle les annonces qui ont été faites par le ministre à l'époque, Jean-Michel Blanquer, après l'assassinat de Samuel Paty, sur un plan de formation. Jean-Michel Blanquer avait annoncé, après l'affaire Samuel Paty, une généralisation d'un plan de formation, notamment sur ces questions-là. Pour nous, ce plan, effectivement, a commencé à voir le jour, mais il n'a pas été suffisamment développé. Donc il faut accélérer sur ce sujet. Une partie non négligeable de nos personnels, on a du mal à l'estimer, mais n'a pas encore été formé à ce stade. Donc il faut accélérer. La laïcité, ça s'explique, ça se travaille, ça s'accompagne. Et donc, puisque ça se conteste, il faut former les personnels à pouvoir bien l'expliquer et l'accompagner.
Voilà, cette réaction, elle date de mars 2024. C'était juste après qu'un proviseur de groupe collège à Paris ait décidé de prendre sa retraite anticipée à la suite de menaces de mort. Sur la formation, Christine Guimonet, votre retour d'expérience, est-ce que oui ou non, il y a un plan de formation? Est-ce qu'il a été déployé suffisamment? Il y a un plan de formation. Il y a des professeurs qui sont référents à la laïcité dans les établissements scolaires, ce qui est mon cas. Et on a des collègues qui peuvent se sentir parfois un peu mal à l'aise parce que comme ils n'enseignent pas l'histoire ou la géographie, ils peuvent se dire bon, la laïcité, c'est quelque chose qui est réservé aux historiens. Or, ça concerne tout le monde. Donc n'importe quel professeur dans un établissement scolaire, n'importe quel personnel qui a les élèves avec une forme de responsabilité doit pouvoir expliquer ce dont il s'agit. Donc il ne faut pas seulement former les professeurs d'histoire-géographie. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et ne pas oublier que la laïcité, c'est un principe. C'est pas une valeur en soi, et ça s'inscrit dans une histoire qui est relativement longue en France, qui est tout à fait particulière, et que c'est une loi en fait d'émancipation, parce que la liberté de conscience, ça s'explique. Et ça dépasse très largement la liberté religieuse. Avec effectivement, cette question de Sophia qui nous écrit d'Auxerre, je vais vous la poser, Pierre Ouzoulia. Est-ce qu'on ne devrait pas poser un cadre légal précis sur la question des caricatures à l'école, pas pour interdire ou censurer, mais pour éviter que chaque enseignant doive gérer finalement seul un sujet aussi explosif? Non. Pourquoi? Non. Le point essentiel, c'est la liberté pédagogique de l'enseignant dans sa salle. C'est un point fondamental. Et il faut que la société et l'administration de l'éducation nationale fassent confiance aux professeurs. Il est le seul à pouvoir déterminer ce que ses élèves peuvent accepter ou pas. Et c'est des choses qui varient d'un territoire à l'autre, d'une classe à l'autre. Le seul juge dans la classe, c'est l'instituteur. Et c'est ça qu'il faut renforcer. C'est ça qu'il faut, permettez-moi le jeu de mots, presque sacraliser. Le professeur, il doit être de nouveau sacralisé. On ne touche pas un professeur, on ne discute pas de sa pédagogie, comme ça arrive beaucoup. Donc on ne lui impose pas dans un sens ou dans l'autre de ce qu'il doit faire en termes, par exemple, de caricature. Ce que je regrette, c'est que pendant la période Blanquer, les enseignants, ils ont été complètement assommés par des circulaires. On leur a expliqué même comment il fallait enseigner le port du crayon. La société doit faire confiance à l'enseignant. C'est ça qui est fondamental. Et c'est une façon, c'est ce que vous disiez, c'est une façon aujourd'hui de réenchanter le rôle de l'éducation, de réenchanter le rôle des professeurs dans toute la société, pas seulement dans l'administration de l'éducation nationale. Non, mais il y a deux éléments, ça fait un peu le lien avec le précédent débat qu'on avait, mais c'est les symboles aussi de remettre l'éducation nationale et cette promesse, cette ambition vraiment au cœur. Et quand on voit 7 ministres depuis 2022, voilà, ça s'explique, tout ce qu'on veut, il y a forcément une continuité de l'administration, mais on n'est pas dans quelque chose d'une grande cause nationale ou d'une priorité réaffirmée. Si on dit que c'est un des socles dans lequel beaucoup de choses se jouent, et je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais les professeurs, ils sont aussi le réceptacle d'évolution de la société qui viennent percuter cette espèce de verticalité, de magistère tel qu'il pouvait être reconnu et non contesté avant par les élèves comme par les parents. C'est-à-dire que le fait que sur beaucoup de questions du savoir au sens large, la laïcité évidemment, mais beaucoup d'autres éléments, voilà, il y a une forme de cacophonie aujourd'hui entre des émetteurs qui sont de nature et de légitimité différentes. Donc il y a une question dans l'éducation, mais autant celle des parents que celle des enfants. Donc je pense que c'est un questionnement. Je le répète parce que je pense que c'est vraiment la tentation, c'est de s'interroger simplement sur le sanctuaire de l'école. De dire qu'est-ce que les enseignants pourraient mieux faire. Ben, je pense que c'est qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire pour que les enseignants se sentent un tout petit peu plus soutenus par le reste de la société. On confie les enfants en disant débrouillez-vous, tout ne se règle pas à l'école, mais en revanche tout se finit à l'école, parfois dans des drames absolument... Oui, avec effectivement d'autres cas. Mais ça vaut pour le cyberharcèlement, ça vaut pour les relations, les violences sexistes, ça vaut pour tous ces domaines-là. Les professeurs qui ont été agressés, menacés, c'est d'ailleurs la réaction d'un téléspectateur, Jean-Pierre, qui nous écrit de Lyon. On a vu là, tout à l'heure, Valérie Gonnet, la couverture de ce roman graphique, La Crayon Noir, Samuel Paty, Histoire d'un prof, qui était le point de départ. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous avez d'abord publié ce roman graphique, ensuite vous allez au procès, et après il y a ce livre coécrit avec Gaël Paty. Ce roman graphique, ça peut être un outil utilisé par les enseignants pour préparer un cours, savoir comment parler de la laïcité. Vous l'avez peut-être pas pensé comme ça d'ailleurs, mais... Si. Vous l'avez pensé comme ça? Ah si. Alors après, en fait, on ne se connaît pas, mais là, pour une fois, j'avais des conditions. Et une des conditions, c'était que ce soit un roman graphique pour que ce soit
une base pédagogique. Mais là, c'est très orgueilleux ce que je vous dis. Parce que quand on commence à écrire, mais le but, c'était d'aller dans les classes, d'aller au contact des élèves. Ce que j'adore avec Guy plus que tout. Et par chance... Guy, c'est Guy Le Béneret, qui est le dessinateur. Et par chance, en fait, c'est devenu... pour certains enseignants. Alors, c'est plus compliqué pour moi de parler de ce que notre livre est devenu, mais c'est vrai que il est dans les programmes. Il y a même des manuels scolaires qui se basent sur crayon noir pour parler de Samuel Paty, de notions fondamentales à la République. Donc, a priori, il est devenu un outil. Mais là, je n'ose pas trop en parler. Bon, on va voir d'ailleurs certains des dessins de Guy Le Béneret qui ont été publiés dans Samuel Paty, un procès pour l'avenir. C'est dans ce livre-là. Mais je voudrais savoir comment vous utilisez, alors pas forcément ces dessins-là, mais ceux du roman graphique. Effectivement, est-ce que vous les utilisez et comment dans un cours? En quoi ça vous aide à parler de laïcité avec vos élèves? Alors Vous l'avez devant vous d'ailleurs, crayon noir. Oui, je l'ai porté parce que j'ai pensé que c'était important. Et d'ailleurs, sur le site internet de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, il y a une très belle proposition pédagogique d'une de nos collègues de Paris qui s'appelle Marie Cuiraud. Donc il y a des planches avec des pistes qu'on peut utiliser et puis après transformer en fonction de sa classe, puisque chaque classe a une alchimie particulière. Et ce qu'on va faire avec la seconde 7, ce ne sera pas forcément la même chose avec la seconde 10. Et donc on peut choisir des planches qui vont s'adapter au questionnement qu'on veut proposer aux élèves, pour qu'en fait ils arrivent à partir d'une histoire qui est dessinée, avec un scénario, qu'ils arrivent à se questionner sur toutes les grandes notions qui se trouvent autour de ce drame. D'accord. Et qu'en fait, ce n'est pas tellement une question de laïcité, mais ce qu'on doit expliquer aux élèves et aux parents dès le début de l'année, parce qu'il faut être très clair, il n'y a aucun champ de la connaissance qui doit faire l'objet de contestation. C'est-à-dire que nous avons des programmes à enseigner, les élèves sont là pour apprendre, on est là pour les aider, pour les épauler, pour leur faire maîtriser des savoirs, des compétences, des capacités, pour qu'ils deviennent intellectuellement matures, autonomes, qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes et qu'ils aient un esprit critique. On ne peut pas avoir un esprit critique et penser par soi-même quand on n'a pas de connaissances. Donc notre travail, ça sert aussi à tricoter tout ça. Un mot encore là-dessus, parce qu'ensuite on va parler un peu de politique quand même. Ce sont des livres d'histoire. Oui. C'est-à-dire que je suis une historienne et je me suis basée sur des sources, qu'elles soient orales ou écrites, mais ce sont des livres neutres d'histoire. Oui. Bon. Alors, on va parler de politique un petit peu pour terminer et de récupération politique de ce thème de la laïcité. Et Jonathan, vous avez choisi on va commencer par un parti, c'est vous qui l'avez choisi, c'est le Rassemblement national. Oui, parce que je pense que derrière la question de la laïcité, il y a des acceptions qui sont assez différentes et des usages qui parfois m'apparaissent assez toxiques, qui rendent compliquée la transmission. Historiquement, la laïcité, il faut le dire, ça n'a jamais été un sujet de prédilection de l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen choyait même l'électorat traditionnaliste, il fustigeait les laïcistes, comme il disait, de l'éducation nationale. Vraie bascule quand Marine Le Pen arrive à la tête du FN, dont elle fera le Rassemblement national. Et depuis, on l'entend vraiment beaucoup, presque plus que la moyenne des autres partis politiques, brandir cette question de la laïcité en étendard, et comme je disais, en dévoyant cette valeur cardinale de notre République. En fait, elle en a fait exclusivement une arme identitaire, comme d'ailleurs beaucoup de responsables de droite, et même une partie de la gauche, j'allais dire tendance Manuel Valls, mais ça peut faire débat. Alors, cette arme identitaire, contre qui elle l'utilise ? Dans la bouche de Marine Le Pen, la laïcité, ça sert à pointer du doigt les musulmans, l'islam, donc, et ses pratiquants, en les amalgamant allègrement avec les islamistes. Donc ça, c'est dans son projet politique, c'est dans sa lecture à elle. En fait, le RN n'est que superficiellement laïque quand on regarde. Le parti Le Peniste ne défend pas la neutralité religieuse, encore moins la liberté de conscience. Il s'en sert pour prôner par tous les moyens la limitation de la visibilité religieuse musulmane, que ce soit sur la question des signes religieux jusque dans l'espace public, ou sur celle de l'abattage rituel dont on entend régulièrement Marine Le Pen parler. En fait, sa laïcité n'est pas une laïcité de droit ou de liberté, c'est une laïcité de contrôle, censée répondre, selon elle, à un besoin de sécurité, à la fois culturel et social des Français. Marine Le Pen a fait de la laïcité donc un marqueur identitaire français et non un cadre de gestion du religieux par un État neutre et impartial.
Pour elle, c'est au fond un moyen de distinguer les bonnes et les mauvaises religions. Elle fait d'ailleurs du voile un enjeu politique et non religieux, ce qui l'exonère de défendre l'interdiction des autres signes religieux et ce qui lui permet de sortir d'une discrimination qui serait inconstitutionnelle. Et puis alors on va rentrer un peu plus dans le détail, dans les faits, avec un Rassemblement national, parfois une partie de la droite, qui ont donc cette laïcité à géométrie variable. Oui, et qui la rendent du coup très compliquée en fait à intégrer par des populations qui se sentent stigmatisées par cette laïcité. Une laïcité décrétée, décorrélée des autres éléments de la promesse républicaine. Donc, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Béziers, à Fréjus, à Beaucaire, à Perpignan, autant de villes dirigées par des maires RN ou apparentés type Robert Ménard, mais aussi dans le fief mariniste des Nains-Beaumont et dans beaucoup de municipalités LR, on sent ce glissement avec une référence identitaire à la laïcité. Donc par exemple les crèches de Noël, ça ne pose aucun sujet, ça paraît peut-être un détail, mais quand dans le débat public on a l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures sur ces questions-là, ça n'aide pas à dire que la laïcité, elle nous protège tous. Donc en fin de compte, il est assez évident que pour le RL, la laïcité, comme d'ailleurs le féminisme, sont des moyens qui apparaissent respectables pour stigmatiser l'islam et les musulmans, qui restent les boucs émissaires du parti d'extrême droite, qui, je le répète, amalgame les musulmans de France et les dérives islamistes ou communautaristes, sur lesquelles, évidemment, il y a un sujet. Je ne le cite pas souvent, mais je voulais citer le préfet Gilles Clavreul, avec lequel j'ai eu beaucoup de désaccords en certaines circonstances, mais qui a une expression qui me semble assez pertinente, qui dit que la laïcité cultivée par le Rassemblement national, en fait, il est comme toutes les plantes hors sol, ses bras sont maigres et ses fruits sont fades, des fruits bien pourris même. Qu'est-ce que vous dites, Valérie Gounet, je commence avec vous, de l'instrumentalisation politique? Il n'y a pas que l'extrême droite d'ailleurs, il y a beaucoup de partis politiques qui s'en saisissent. On peut parler de certains LR, on peut parler de la France insoumise évidemment. Comment vous réagissez à ça? Alors, je réagis évidemment, j'ai un sens critique aigu. En plus, vous pointez le Rassemblement national, vous savez certainement que je travaille dessus depuis que je suis née, donc j'exagère, mais... J'espère pas, mais en tout cas depuis longtemps. Ouais. Mais j'allais dire que si on continue, par exemple, sur le Rassemblement national, tout les ramène à ce qu'ils appellent la priorité nationale. Il n'y a aucun rapport avec la thématique de ce soir, mais c'est par rapport à la question de l'antisémitisme. Tout les ramène à cette priorité nationale. Ça veut dire qu'on est toujours dans le même objectif. Alors, il est évident que les autres partis, vous pointez tout à l'heure la France insoumise ou les Républicains ou d'autres, certains, bien sûr, instrumentalisent la laïcité, mais j'allais dire, c'est comme toute récupération politique. Ils en font, ils dévoient un concept qui est notre concept, un des concepts phares de notre République, et ils le dévoient totalement. Quoi. Mais on ne peut pas faire grand-chose, je crois. Peut-être un mot de la France insoumise, Pierre Ouzoulias. Est-ce qu'il y a une dérive de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions de laïcité ou d'instrumentalisation, à l'inverse d'essentialisation d'un électorat arabo-musulman pour simplifier? Il y a 2 dérives de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je l'ai connu très laïcard, quand il considérait que les femmes ne devaient pas porter le voile dans l'espace public. Et il y a aujourd'hui, en effet, une forme de distanciation par rapport à la laïcité. Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, si là, dans l'hémicycle, on proposait de nouveau la loi de 1905, qui la voterait? De séparation de l'Église et de l'État. Qui la voterait? Eh bien, je pense qu'elle ne serait pas adoptée aujourd'hui. Qu'il y a une partie de la droite, une partie de la gauche qui ne la voterait plus. Ce qui montre qu'on a perdu beaucoup de terrain. Oui, mais je pense que la loi de 1905, on lui fait parfois dire beaucoup de choses. Si on reprend les mots d'Aristide Briand, c'est une vision, par exemple, de la laïcité, qui n'est pas une laïcité qui s'impose comme une espèce de religion d'État. Et je pense que ceux qui ont rendu le plus mauvais service à la laïcité, c'est d'en faire un outil de coercition, alors que c'est justement un outil de vivre ensemble, un outil de coexistence. Je ne partage pas votre... C'est pas grave. Je ne partage pas votre vision. Briand partage. Non, mais Aristide Briand, relisez. J'ai lu, parce que pour le coup, le débat revient tellement souvent qu'on lit. Relisez ce qu'il écrit dans l'Humanité, 1904, sur la laïcité. Il considère que l'ennemi principal, l'ennemi de classe, c'est le cléricalisme. Et qu'il faut absolument distendre le lien. Dans une société où le cléricalisme n'a rien à voir avec la présence des religions aujourd'hui dans la société française. Bien sûr. Tiens, il y a ça. On va terminer là-dessus. On aurait pu commencer par ça, par une définition de la laïcité. Je vais vous donner la parole pour conclure, Valérie Gounet, avec votre définition. Je vous propose d'entendre celle de l'ancien ministre de l'Éducation nationale. On est 1 an après l'assassinat de Samuel Paty, Jean-Michel Blanquer.
La laïcité n'est pas un athéisme d'État. La laïcité permet à chacun de croire ou de ne pas croire, et de croire dans la religion qui est la sienne, et qui d'ailleurs peut évoluer dans une vie. C'est très important de le dire parce que certains essayent de dépeindre la laïcité comme quelque chose qui irait à l'encontre des religions. Je dirais que c'est tout le contraire. La laïcité permet la liberté, donc la liberté de croire ou de ne pas croire. Et c'est justement ça qui est beau et qui est précieux. Je crois que vous dites, Christine Guillemonet, que l'école, c'est une respiration laïque. J'aime bien cette formule. Oui. La respiration laïque, ça veut dire que nos élèves qui entrent dans le collège ou dans le lycée avec leur identité, leur personnalité, leur religion, leur absence de religion, dans le cadre du cours, en fait, ils vont non pas oublier qui ils sont, parce que c'est pas du tout ça, mais ils vont se décentrer pour travailler sur autre chose. Donc quand on fait de l'histoire, et pour travailler sur la laïcité, il faut faire de l'histoire. C'est l'histoire apprise par tout le monde. C'est pas forcément l'histoire de tout le monde, mais c'est l'histoire qui est apprise par tout le monde. Donc l'école, l'enseignement de l'histoire, ça sert aussi à créer du commun, ce qui est toujours difficile à comprendre pour certains. Et finalement, plus on adjective la laïcité, plus on la vide de son sens et plus on la pervertit. Bon. Donc c'est à la fois la neutralité de l'État, c'est ce qui permet la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, ça dépasse la liberté religieuse. Et ça permet aussi d'éviter les pressions et le prosélytisme, parce qu'on oublie souvent que dans le texte de loi, je pense que vous le confirmerez, il y a une partie sur la police des cultes. Bien sûr. On termine là-dessus, ça donne envie de venir assister à vos cours d'histoire et de géographie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vais rappeler Valérie Gonnet, donc ce livre coécrit avec Gaël Paty et les dessins de Guy Le Béneret, Samuel Paty, Un procès pour l'avenir, c'est aux éditions Flammarion. Voilà, vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, nous réécouter en podcast. Demain, c'est Steve Jourdain qui sera aux manettes de Sens Public. Merci encore à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Notez que Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, sera l'invitée de la matinale d'Oriane Mancini demain à 8h. Belle soirée.